Bonjour, c'est comme toujours, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des santons de Noël avec Michel Fink, santonnier. Et oui, quand ils quittent la boîte de carton, comme ils sont jolis les santons de notre enfance venus tout droit de la Provence. L'ange bouffaréo, le pistachier, le bougmian, le berger ou le ravi, originaires de la Provence, certes, mais qui peuvent venir tout droit de l'atelier de Michel Fink, du côté de Talmont-Saint-Hilaire, des santons qui sentent bon le savoir-faire, la patience, le talent. Agile de ses 10 doigts pour travailler l'argile, Michel façonne, pétrit, caresse la terre. Le geste beau, le cœur grand, l'immensité du monde et des voyages dans les yeux, baliseur des peuples et des cultures, il met l'humain au bout de ses mains et donne vie à des personnages plus vrais que nature. C'est du précieux, du rare. Avec lui, on tutoie les anges. Dis Potier, comment tu savais que dans le bloc de Pierre se cachaient de si beaux personnages? Comment est-il devenu potier, céramiste? Quel est son parcours? Combien de tours et de temps pour créer ses œuvres? Et en quoi consiste son activité? Qu'est-ce que le raku? Comment fabrique-t-il des santons? Allez, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Michel Fink, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu accompagné de vos santons et d'autres créations, je vois. En tout cas, soyez le bienvenu. Avant de vous parler qu'on puisse aborder notre discussion, permettez-moi de vous présenter deux tourneurs-phraseurs qui modèlent, façonnent les mots et les mets. Les deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui, on va bailler. On va bailler. Bon. Oh là, vous êtes vous. Alors, je disais que Michel était venu bien accompagné, mais je vois que Jean-Pierre est venu bien accompagné aussi. Ah oui, d'abord, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Il faut le savoir. C'est vrai. À consommer avec modération. À consommer avec modération, bien sûr. Non, mais c'est un petit échantillonnage de vin de Vendée et une liqueur de Vendée qui est pour moi unique. C'est le Camog de la maison Vrignot qui mérite d'être défendu et d'en parler, que les gens s'habituent à faire des desserts au Camog, entre autres, et à déguster ça en quantité raisonnable, bien sûr. Et c'est vrai on aborde la période des fêtes, donc on s'y prépare. Voilà, c'est partie des petits plaisirs de la vie. Voilà. Exactement. Voilà, donc il faut en profiter. C'est ça. Chacun selon ses moyens, chacun suivant ses besoins. On découvrira vos coups de cœur. Oui. Jean-Pierre Bertrand, d'Art Expo, les santons, est-ce qu'il y a vous avez des archives sonores? Pas vraiment. Je crois qu'il doit être le premier en Vendée. Ben oui. Donc ça, non. Mais c'est quand même pas d'aujourd'hui qu'on fait la crèche. Oui. Et puis qu'on y met des santons. Et que même, faute de pouvoir en acheter, on en fabriquait soi-même. Ah oui? Ouais, on va l'entendre. Donc voilà, j'ai choisi, moi, les crèches. D'accord. Puis j'ai trouvé, en cherchant, une anecdote que je me réserve pour la fin. À propos de la crèche. On a remplacé le petit Jésus? Non, quand même pas. Non, c'est pas vrai. Je dis presque mis le doigt dessus, mais justement, c'est à propos du petit Jésus. D'accord. On a hâte d'entendre cette anecdote. Alors, Michel Fink, on peut dire que vous êtes santonnier? C'est santonnier ou créateur de santons et d'objets de la terre. D'accord. Voilà. Donc, potier, céramiste. Il y a plusieurs noms qui sont donnés, potier, céramiste, santonnier. Alors le santonnier, le vrai santonnier, c'est celui qui va vraiment créer le santon à partir de sa sculpture, et ensuite qui va en faire un moule, et ensuite on va les créer. D'accord. Et vous faites des moules aussi? Alors je fais des moules, mais je pars de santons. Alors je suis parti de santons qui ont existé, qui appartenaient à une famille de Provence. Oui. Moi-même j'habitais Nice avant, j'étais un peu passionné par je connaissais un peu le coin, et je me suis dit, arrivant en Vendée, je vais ramener aussi des santons. Et puis voilà. Et puis à partir de santons existants, on peut en refabriquer. Un moule, c'est fait en plâtre. En plâtre, d'accord. Alors après, on va refaire un santon, on va le garder en terre crue. De la terre crue, on va le remodifier. On va en faire un autre santon. Comme ça qu'on va recréer des personnages, on va changer un peu les choses. Et on va recréer un moule.
avec la terre crue. Et ensuite, on peut repartir et ensuite faire des santons et les cuire. Et il y a une tradition et un savoir-faire qu'il faut absolument respecter. Est-ce qu'après, on peut y mettre une touche perso? Il faut y mettre une touche perso. Moi, je l'ai mise, en tout cas en Vendée. Je ne sais pas si en France, il y en a qui font la même chose. Moi, à partir, comme je faisais du raku, on expliquera un peu après. Peut-être on reviendra sur cette dimension-là. Je me suis dit, le santon donne plus d'éclat s'il est émaillé. Puisqu'on va voir les détails vraiment, et ça donne des ombres, ça donne des couleurs un peu différentes. Ça prend la lumière. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais ce qu'on appelle une double cuisson. Première fois, donc c'est la terre crue, il faut le travailler. Je le cuis à 1000 degrés dans un four électrique, ça dure 24 heures, 12 heures de cuisson, 12 heures de descente. D'accord. Ensuite, je vais les émailler. On peut les peindre, parce que j'en ai aussi des Vous en avez, c'est ce qu'on voit. Ou je les laisse crus pour que les gens puissent les peindre. Beaucoup d'enfants le font, d'ailleurs, avec une peinture acrylique. Et la deuxième fois, donc, je vais l'émailler, je vais le mettre dans un four, alors, soit électrique, et là, ça repart pour 12 heures, et ça donne des couleurs. Là, je sais maîtriser mes couleurs quand on est en four électrique. Quand je passe sur un four à gaz à cuisson rapide, qui est une méthode un peu différente, ça va changer les couleurs. En fait, je ne sais pas comment ça va sortir après. D'accord, parce que là, par exemple, on en voit vous pouvez les prendre dans la main. Alors ceux-là, ce sont des, ils sont faits au four à gaz, donc c'est un émail. Je savais que je voulais un émail plutôt dans les bleus, verts, céladons. Alors après ça, on voit un peu les couleurs qui varient. Des fois, on voit un peu plus de bleu, un peu plus de vert, un peu plus de choses. Et sinon, quand je le fais comme ça. Là, j'ai mis peut-être un peu de blanc, je vois qu'il ressort un peu de marron, et il y a des craquelures dessus. C'est parce qu'il a pris un choc thermique. Et là, je l'ai sorti de mon four, je l'ai mis dans une cantine avec du feu, et ça a fait exploser un peu l'émail. Et là, on va retrouver des couleurs différentes. On peut partir d'un bleu, on va le retrouver en doré. On ne sait pas pourquoi. C'est étonnant. Ou en argenté, etc. Donc, en fonction du temps, du froid, du chaud, entre le moment où je le sors du four, que je vais le mettre quelque part, ça change tout. C'est fou, et il m'arrive des fois, parce qu'en Vendée, on a souvent des averses, comme je fais ça à l'extérieur, parce que je suis obligé pour ce four à gaz, il y a une averse. Et là, ça me tombe sur les pièces et ça fait des choses bizarres, ça me fait des petites cloques, ça me fait des petites choses. C'est unique. Chaque pièce est unique. Voilà. Alors, c'est pas plus long de le faire d'une façon ou d'une autre. Ce qui est long, c'est de le mettre dans le moule, de faire le pressage. Et ensuite, vous allez avoir tout autour du santon des bavures. Et c'est ça qu'il faut gratter. Un peu comme quand on était jeune, on faisait de la pâte à modeler dans les moules et puis on fait la même chose. Voilà. Et la phase la plus délicate dans la confection du santon, c'est la cuisson, ou pas forcément? Non, c'est pas forcément la cuisson. Pour le santonnier, c'est sa création. C'est le premier, c'est le fabriqué. Là que ça joue. Oui, ça se joue parce que là, je pense que les très bons santonniers, d'abord c'est très long pour fabriquer un petit santon. Combien de temps il faut? Des fois, il leur faut plus d'une semaine pour en faire un. Après, pour le moulage, une fois que c'est fait, le moule, on va mettre 2-3 heures, il faut que ça se prépare. Et puis après, on va le presser. Le presser, c'est assez rapide, disons que c'est 2-3 minutes, le temps de préparer la pâte et le faire. Et ensuite, on va passer presque 10 minutes à enlever toute la petite couche, le surplus qu'il y a, les bavures. Une fois qu'il est fait, on va le sécher, et là, après, on va les mettre au four. Là, on en casse, bien sûr, parce que quand on les manipule, on en casse toujours, mais c'est pas grave, on en fait beaucoup, donc ça va. Et puis après, donc, le temps de l'émail, c'est pareil, c'est quelques minutes pour le faire, le travailler, le préparer. Pour faire un santon tel que je l'ai fait en émaillé en temps, si je prends le temps complet, mais c'est pas du temps de travail réellement, ça va me prendre à peu près 4-5 jours, puisqu'il faut toutes les cuissons, toutes les phases de préparation. Mais sinon, en temps cumulé, ça va faire peut-être un santon, ça va faire suivant les cas, il y en a des simples, ça va être en un quart d'heure et 1 heure. D'accord. Des fois, il y en a, il faut bien les travailler, quoi. Vous en créez?
chaque année J'en crée, oui, chaque année. Je pars de santons existants. Oui. Et puis je vais le retravailler un petit peu. Par exemple, j'ai créé Richard Cœur de Lion, habitant à Saint-Hilaire, il y a le château, son château, donc c'était un peu normal. Ouais. Donc j'ai fait Richard Cœur de Lion, et alors qui est fait soit en modèle peint, soit en émaillé, qui est d'ailleurs qui est vendu à la boutique du château. Ah oui, d'accord. Ouais. Et là, donc j'ai changé un peu sa façon, sa robe, je lui ai mis une croix, j'ai essayé de l'adapter. Par exemple, d'un autre, je suis parti de... ça devait être un pêcheur, et j'ai retravaillé, j'ai fait le professeur Raoult. Voilà. Donc c'est le dernier venu Pour l'instant, c'est le dernier venu, donc voilà. Est-ce que vous pourriez confectionner un santon qui aurait des lunettes un petit peu fantaisistes ? Par exemple, complètement. Là, ça serait facile parce qu'en fait, autant les santons de crèche, il faut qu'ils respectent quelque chose. Oui. Sur les autres, l'allure est importante. Donc, à la limite, c'est pas grave s'il n'y a pas le détail. Mais là, par exemple, on prendrait un peu de barbe et les lunettes et on reconnaîtrait tout de suite Jean-Pierre. Voilà. Prochainement dans la boutique. Ce sera votre greffin à vous. On va dire. Eh ben, puisqu'il est question de Jean-Pierre, on va lui passer tout de suite la parole. C'est maintenant bon appétit avec Jean-Pierre Pouvreau. Vous avez un point commun, vous n'êtes pas potier, vous tournez pas en rond dans votre cuisine. Non, je suis pas potier, mais on papote. Ouais. Et puis le point commun, c'est quand même la cuisson. Ah oui, c'est la cuisson. Dans la cuisine, c'est aussi un moment délicat. Oui, c'est une question de justesse de cuisson en partie, suivant. Si on veut avoir le résultat escompté, il faut bien maîtriser les cuissons en général, que ce soit dans les poissons, les viandes, voilà, pas les entremets, mais les entremets si également. Voilà, mais là, évidemment, c'est une partie de la cuisine, hein, évidemment. Moi, j'ai ramené des vins de Vendée. Des vins de Vendée. Alors, il y a des bons vins maintenant sur tout le département. Le niveau de qualité est devenu excellent. Et à boire avec modération, bien sûr, pendant les fêtes, mais on peut les boire toute l'année. Donc j'ai ramené du Brème, du Mareuil, du Pissotte et du vin de Vix. Hein. Là, il y a un vin qui est très bon, qui est un vin de chez Moura, de Mareuil-sur-Lay. Un Mareuil rouge, il le fait également en blanc et rosé, mais le rouge est très bon. Tous les ans, il a des ramages différents. Ces vins sont jamais les mêmes, c'est des vins biologiques et vraiment il faut faire la démarche pour les goûter. Après à Brême, il y a Éric Sage qui fait des vieux cépages. Là c'est le bout au vent, ça c'est un chenin. C'est un chenin très 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 bon. Il fait revivre plein de vieux cépages. Éric Sage. À Brême-sur-Mer. Bon, il y a également Michon, les caves Michon qui font pareil, ils font du blanc, du rouge, du rosé. Thierry, Patrice, son père, et maintenant les fils et compagnie. Voilà des bons vins. Et le Bédame, c'est un vin de Vix. Alors, ce qui est rigolo, c'est d'avoir utilisé le patois vendéen pour sortir une gamme de vins. Voilà, alors ça, c'est assez intéressant. Toi qui es à Bédame, Bédame. Tu vois, toi qui vas... Mon beau monsieur. Qui est beaucoup sur le patois. Et c'est des vins de qualité, n'hésitez pas. Donc là, on est à Vix. Ouais, à Vix. D'accord. À Vix. Ça peut accompagner les fruits de mer, les crustacés, voilà, comme les vins de Éric Sage. Il n'y a pas de souci de qualité. Voilà. Et puis, on ne pouvait pas passer à côté de la seule distillerie qui fait des liqueurs en Vendée, donc, et la distillerie Vrigno, qui fait du Camoc, qui est la référence départementale des liqueurs au café. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très très bon. Ils ont toute une gamme de liqueurs. Mais celui-là, c'est vraiment le plus représentatif de leur gamme, le Camoc. Tout est bon, il n'y a pas de souci. C'est le premier créé. C'est le premier créé, par la famille Vrigno. Alors nous, on faisait des coupes de glace avec du café, une bonne glace au café, hein, et on met du Camoc dessus, chantilly, des petits grains de café, et c'est un vrai délice. Hein. Et autrement, on peut le déguster en digestif avec des glaçons à la fin d'un repas.
en quantité évidemment limitée, on s'entend bien, et vous allez vous régaler avec le Cammock. C'est des saveurs qui n'ont plus la notoriété ni la cote. On boit de tout maintenant, mais c'est un peu oublié. Cette liqueur au café, là, on en trouve dans d'autres pays, mais en Vendée, on a la chance d'avoir quelqu'un qui fait très très bien cette liqueur, et je trouvais que c'était intéressant d'en reparler pour les fêtes. Bien glacé, c'est un vrai régal. Voilà ce que j'avais à dire en gros. Il y a une recette de vin chaud, puisque ça sera là, ça sera l'époque du vin chaud. Alors, bon, prenez pas des vins comme ça, vous prenez des vins plus simples. Hein. Voilà. Alors, bon, moi, des recettes pour 1 litre de vin, moi, je sucre avec miel et de la confiture d'orange. Si vous faites un peu de confiture d'orange, la confiture d'orange et le miel, ça parfume bien le vin chaud. Alors, vous sucrez selon vos goûts. Hein, faut pas sucrer trop. Et puis, vous rajoutez éventuellement un petit peu d'eau de vie de commerce, hein, si vous voulez le corser un peu plus. Et puis, de la cannelle, du citron, à boire avec modération, avec, pourquoi pas, la galette des rois. Le vin chaud peut se consommer chaud ou froid. On n'en parle pas suffisamment. Le vin chaud peut être très bon froid. S'il est bien réalisé au départ, il y aura un ramage qui ne s'apparente pas à la sangria, mais qui a des petites similitudes quand même. Donc, c'est pas perdu. C'est pas perdu, donc n'hésitez pas. D'accord. Voilà. Avec la galette des rois et le reste. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, c'est avec plaisir. Et avec modération. Michel Fink, je reviens vers vous. On a abordé tout à l'heure plusieurs fois, on a cité le nom de raku. La technique raku, c'est quoi ? Est-ce que c'est aussi en lien avec les voyages ? Ah, c'est en lien avec les voyages. C'est-à-dire que, moi, au départ, je suis parti en voyage parce que c'était le moment qui s'approchait de la retraite. Ils s'étaient dit avec quelques amis, en tout cas au moins un. On est parti, on avait commencé par faire le Chili-Argentine. J'ai beaucoup souffert, c'est les voyages à vélo. Donc on a pris le vélo, on est parti là-bas, on l'a emmené dans l'avion. C'était une première galère, c'est la première fois que je faisais du vélo, je ne suis pas sportif. Et là, c'était dans le sud du Chili, il y avait beaucoup de montagnes. Donc c'était compliqué. Bon, l'année d'après, on s'est dit, on va aller faire plus calme. Donc, on est parti en Asie. Et là, on est arrivé à Séoul. Et puis, on est descendu jusqu'au sud de la Corée, à Busan. On a pris le bateau. C'était des expériences extraordinaires parce qu'on va loger chez les habitants. C'est vraiment la rencontre. Au départ, on est parti avec les tentes et tout. Et on s'est rendu compte que c'est tellement peu cher qu'on avait tout renvoyé par la poste en France. Puis, on s'est dit, on va aller chez l'habitant ou dans les hôtels parce que c'était pas trop cher. Arrivé, on prend le bateau. On va au Japon, et là, c'est une bonne chose. Pour trouver des places de camping au Japon, c'est impossible, puisqu'il n'y en a pas, pratiquement, enfin je crois pas. Et donc, on a remonté le Japon, le sud du Japon, jusqu'à Tokyo. Et chaque fois, je m'arrêtais et je voyais des potiers. Et arrivé à une ville qui s'appelle Bizen, où c'est une ville de potiers, ça a été compliqué de rentrer en contact avec eux parce qu'ils sont très secrets. Les Japonais vous regardent pas dans les yeux, vous parlent pas, donc il faut y aller sur la pointe des pieds. Et finalement, il nous a fait visiter son atelier, il nous a montré, et je me suis dit, voilà quelque chose qui déjà me plaisait un peu, parce que par le passé, tout en travaillant, j'avais fait l'école supérieure des arts à Paris, dans la spécialité asiatique. Ah oui, donc déjà il y avait une initiation. Il y avait déjà une petite chose qui m'intéressait. Et j'ai vu comment il faisait, j'ai vu que je me suis dit, c'est pas si compliqué. Et pourtant, c'est pas vrai. Comme au demeurant. Et voilà. Et donc, suite à ça, en rentrant, je me suis dit, peut-être que ça peut être quelque chose, quand je serai à la retraite, de faire un peu de poterie. Et puis l'année suivante, on est reparti. Là, ce coup-ci, c'était en 2020. Donc c'est pas vieux. On est parti donc Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Et là aussi, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la poterie un peu différente, mais et je me suis dit vraiment c'est quelque chose qui est calme, c'est reposant, c'est zen. Et arrivé à la retraite, je me suis dit je vais quitter la région parisienne. Et je suis arrivé en Vendée. Et ça, c'était il y a 2 ans. D'accord, à Talmont. Donc c'est pas si vieux. Le Covid arrive.
Et je me retrouve coincé donc, dans mon atelier. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai produit. Et j'en ai produit, et j'en ai produit. Et j'ai appris, j'ai cassé, j'ai fait plein de choses. Alors, et là, je me suis dit, je vais faire du raku. Le raku, donc, c'est toujours... on prend de la terre dite chamottée. Chamottée, c'est une terre... c'est du grès avec des grains de sable. Alors, plus ou moins gros. Ouais. Pour que, à la première cuisson, le grès puisse, l'émail puisse s'accrocher dessus pour qu'on puisse après le recuire. Et donc c'est pareil, donc on fait des bols, des choses. À l'origine, le raku, c'était principalement pour la cérémonie du thé, fabriquer un objet qui soit pas forcément beau. Imparfait. Voilà, imparfait. Raku yaki voulant dire cuisson heureuse ou cuisson aléatoire. Et de là, donc ça doit être fait à la main, pas utiliser d'outils, etc. Et ensuite, on va le cuire au four électrique pour qu'il y ait une cuisson lente. Et pareil, sur 24 heures, de la même façon que les santons. Ouais. Ensuite, je vais l'émailler. Et là, au four à gaz, une cuisson qui va durer 1 heure, on monte à 980 degrés, j'ouvre le four, je mets des gants quand même, des grosses pinces, je m'éloigne un peu, je les prends pour les mettre dans une cantine où il y a du journal, de la sciure ou autre chose. Ça va donner des effets différents si on prend du bois ou des aiguilles de pin ou autre chose. Je les mets là-dedans, ça prend feu, je ferme très rapidement. Ça va étouffer, je mets des serviettes mouillées dessus pour que ça étouffe bien. Tout ce qui n'a pas été émaillé va devenir noir. Le carbone c'est ce qu'on appelle le raku. Va se mettre là. Le raku, c'est la technique de cuisson. C'est la technique, d'accord. Et donc, du coup, il va y avoir des effets thermiques, ça va craqueler. Les couleurs vont prendre en fonction du temps, de la température, toujours pareil. Ouais, c'est aléatoire. Et ça va faire des choses très bizarres. Voilà. Donc ici, on voit bien le craquelé. Ah oui. Oui, effectivement. Voilà, et puis le noir qui est le noir. Ah, c'est parfait. Alors, c'est bien pour faire de l'alimentaire, mais rapide. C'est-à-dire que moi aussi, je fais des vases et des gens viennent me voir en me disant « Mais ça me fait une petite tache. » Mais c'est poreux. Ah oui. Donc, en général, quand on fait des vases, on met un petit verre en plastique ou comme ça, avant, dessous, pour garder l'eau. Parce que ça marche, il ne faut pas le laisser une semaine. Mais si vous buvez rapidement, il n'y a aucun problème. Oui. Très bien. Et ça fait des choses extraordinaires. Merci beaucoup pour ces précisions. On marque une petite pause, c'est l'heure de Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille qui va nous parler crèche. Jean-Pierre. Oui, les santons, effectivement, c'est... En fait, les crèches, c'est aussi un peu nouveau dans les foyers. Ah oui. Ça se faisait dans les églises. D'accord, mais on ne l'emmenait pas chez soi. Non. On ne faisait pas, on produisait quand je dis nouveau, fin 19e quand même. D'accord. Hein. Et puis, et ce besoin d'avoir des personnages, effectivement, il y avait les gens qui les achetaient, et puis ceux qui n'en avaient pas les moyens. Et on va entendre l'un d'eux. D'accord. Hein, Louis Barbary, qui est des Herbiers, et qui nous parle de cette situation dans les années 30. On écoute. La crèche, en général, il y en avait partout. Partout où il y avait des gamins, il y avait la crèche. Plus ou moins importante, plus ou moins fignolée. J'en ai vu qui étaient complètement, en fait, entièrement... ils ne faisaient même pas les santons, les gens les faisaient eux-mêmes. Ils montrent le bois plus ou moins dans pas de la pâte à modeler, ça n'existe pas. Mais la farine avec un collant, quelconque. Ils modelaient des sujets. Puis du papier, souvent c'était du papier d'emballage d'engrais, papier qui était jaune. Ils collaient tout ça ensemble. Par contre, la neige, il en faisait avec de la... Ils mettaient des petits arbustes, c'est généralement de la bruyère. Ils délayaient de la farine dans le machin très clair, ils les sauçaient dedans. Ça faisait un givre, un très beau givre. Et ça durait pendant 15 ou 3 semaines. Tout là. Très bien. Effectivement. Comme toujours. Hein. Comme toujours. C'est ça, comme dedans, toujours. Hein. On est plein dedans. Et puis le deuxième témoignage, c'est Georges Gilles-Lériteau, qui est d'Esnay. Et puis l'histoire, elle n'est pas vieille. Hein. Elle se situe en 2000. On demande à Georges Lériteau de faire la crèche. De faire la crèche, ouais. Pour la paroisse. Et qu'est-ce c'est lui qui raconte la suite. On écoute. Alors la crèche, mon père me dit, tu sais, la crèche, il faut 8 jours. Mais moi, je dis, j'ai pas le temps, j'ai que mon mardi de libre. Je fais la crèche. Il y avait la sacristie de présidente d'Enfants de Marie qui était là.
Le rocher est plus haut, plus pointu. Oh, moi, je commençais à en avoir marre. Heureusement qu'il y a un brave homme qui était architecte et qui est toujours vivant, Dieu merci pour lui, qui est chez les trappistes à Bellefontaine, c'est le père Villeneuve. Alors il me dit, Georges, une crèche, plus c'est disparate, plus c'est joli. Bon, alors moi, toc toc, ça a été vite fait. Le soir de Noël, je sonne les cloches à l'heure qu'il fallait, mais il y avait une bonne sœur qui était à la sacristie. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, ma sœur, j'ai sonné trop tôt. Non, non, mais enfin, vous avez mis le petit Jésus à la crèche. Vous avez mis le petit Jésus À la crèche. à la crèche. Alors Eh ça oui, se fait eh ben pas oui, tant ça que la se fait messe pas de avant minuit. l'heure. Bah, voilà. Eh oui, ah, d'accord, excellent, Voilà. excellent. Merci Jean-Pierre. C'est déjà la fin de notre émission, mais on parlait crèche, alors on ne peut que vous inviter à pousser la porte de l'atelier de Michel Fink à Talmont-Saint-Hilaire. Peut-être une dernière question avec une réponse très rapide. Le santon préféré, celui qui parle le plus, c'est... Alors c'est le berger. C'est le berger. C'est le berger, le préféré, c'est le berger. D'accord. Merci beaucoup. À boire Merci avec de votre... modération. Toujours. Oui, également. Non, mais Merci beaucoup pour votre visite et puis de joyeuses fêtes. Merci les Jean-Pierre et puis on se retrouve Bétou. À Bétou. À Tchefet. À Tchefet. La formule est juste. À Tchefet.